Nous sommes ravis aujourd'hui d'être ici pour cette 25e Journée nationale du sommeil, un événement clé pour sensibiliser à l'importance du sommeil sur notre santé et notre quotidien. Cette année, nous abordons un thème aussi sérieux qu'original, la somnolence, une histoire à dormir debout. Un sujet qui concerne beaucoup de monde et qui peut impacter nos vies de façon considérable. Un petit mot sur le réseau Morphée. Le réseau Morphée, c'est un réseau de santé fondé il y a 20 ans maintenant, plus de 20 ans, par le docteur Sylvie Royan-Parola, et présidé aujourd'hui par le docteur Sandrine Launois, qui est absente, qui s'excuse. Nous œuvrons tous les jours pour informer, accompagner et orienter les personnes en difficulté vers des solutions adaptées à chacun, tout en travaillant aux côtés de professionnels de santé. Nous sommes heureux de pouvoir organiser cette conférence en partenariat avec la Cité de la Santé. Je remercie Maya Piquion, qui n'est pas là, mais et Claire, ici présente, qui nous accueille effectivement depuis bientôt 10 ans dans ce lieu d'échange pour partager les avancées et les bonnes pratiques en matière de sommeil. Pour animer cette session, j'ai le plaisir de passer la parole au docteur Agnès Brion, psychiatre, spécialiste du sommeil et membre du bureau du réseau Morphée, qui va modérer cette conférence et guider nos discussions. Bonne conférence à tous. Bon, merci pour cette présentation et puis la présentation du réseau aussi qui commence à être... Je peux faire directeur, d'accord, je peux faire... Oh. Voilà, qui a atteint l'âge adulte maintenant, le réseau, je parle du réseau bien sûr. Bienvenue à ceux qui sont ici, bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent en visio, puisque les interventions sont retransmises alors, en direct, mais ça pourrait être revisionné d'ailleurs si vous avez des personnes que vous connaissez qui avaient qu'une envie, c'est d'être là, et puis qui n'ont pas pu, vous leur direz que ça sera retransmis aussi. Vous pourrez poser des questions. Alors, on verra un petit peu si ça se fait fonction des présentations, si ça se fait entre deux présentations ou si on reporte les questions. On aura aussi des questions qui nous viendront des personnes qui regardent à distance. Donc ça, c'est quelque chose qui va se réguler tranquillement et sans problème. Je veux bien la diapo. Voilà, parce que bon, les mots de la somnolence, alors vous savez, la somnolence, c'est quand même une question à la fois commune et pas si simple. Et c'est ce qui, justement, va vous être décliné avec les présentations aujourd'hui. C'est la normalité de la somnolence, mais aussi un certain nombre de situations où la somnolence est soit excessive, soit pas au bon moment, soit même, devient une hypersomnie, au sens d'un trop dormir, par exemple, ou d'être en permanence à lutter contre le sommeil. Donc, on est dans une situation avec tout ce qui est somnolence et hypersomnolence, quelque chose d'assez complexe, mais vous allez voir que ce qui va vous être proposé va vous éclairer et vous permettra justement de bien faire la différence entre les moments où on a raison d'être somnolent et de s'en occuper, et les moments où ça doit nous alerter, parce que c'est ça, pour justement notre santé, notre bien-être et beaucoup notre santé. Cette année, la Journée nationale du sommeil était orientée donc sur ce thème-là, et en lien aussi avec la santé mentale, puisque l'année de la santé mentale avait été annoncée il y a quelques mois, et il se trouve effectivement qu'il y a un parallélisme entre le fait d'être somnolent et le fait d'avoir un certain nombre de difficultés sur le plan psychique ou en santé mentale. Donc c'est pour ça qu'on a aussi choisi d'aborder cette question, qui peut être un petit peu difficile au premier abord, mais vous allez voir, ça va très bien se passer et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. La première... la somnolence, j'ai mis les mots de la somnolence parce que, après tout, on a différentes façons de nommer la somnolence, et vous voyez que c'est déjà un comportement sur les images, jusqu'à d'ailleurs même le fait de dormir, voire de roupiller. Vous voyez que entre, effectivement, ce ne sera pas exactement la même chose entre je suis KO ou je suis en PLS. C'est nos ados qui nous apprennent cette façon de PLS, c'est position latérale de sécurité. C'est-à-dire que depuis qu'ils font du secourisme dans les établissements scolaires, eh bien, le PLS est devenu effectivement une façon de nous dire qu'ils sont complètement HS, complètement incapables de rien faire. Donc, vous voyez, les différentes expressions, ça ne dit pas la même chose exactement. Je veux dire que dire j'ai fait un somme, ça a quelque chose. Bon, ça dépend quand, évidemment. Si c'est au volant, c'est pas formidable. Mais si c'est en ayant choisi une plage, même de galets, et en s'allongeant avec sa casquette sur la tête, ça pose aucun problème si c'est à la bonne heure. Donc, vous allez voir à la fois la diversité, un peu de complexité, au fur et à mesure qu'on va dérouler cet après-midi. On va commencer par
la présentation, on relaye traditionnellement, pendant les Journées nationales du sommeil, on relaye traditionnellement l'enquête proposée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance, donc qui va vous être présentée et qui va justement soulever un certain nombre de questions sur, d'abord, la façon dont les Français sont ou ne sont pas somnolents et ce que ça peut signifier sur le plan de leur santé mentale notamment. Voilà, donc je passe la parole alors au docteur Catherine Toby, qui est juste à ma gauche, qui est membre coordinateur du réseau Morphée et qui est gériatre et médecin du sommeil. Et puis à Martha Fernandez, qui est psychologue spécialisée dans les pathologies du sommeil aussi, qui est psychologue coordinatrice au réseau Morphée. Et donc ensemble, elles vont vous présenter justement somnolence, enfin la thématique de l'INSV cette année, de la Journée nationale du sommeil, qui est devenue après journée internationale. Donc on est très très fiers que ça ait fait comme ça beaucoup de petits, et qui vont vous présenter justement les résultats de l'enquête avec des choses extrêmement intéressantes, vous verrez. Bonjour à tous. Donc cette enquête d'INSV que je représente je présente à nouveau, je ne la représente pas, qui est donc une association qui a été créée en 2000 et présidée actuellement par Marc Ray, qui a pour vocation de sensibiliser, d'informer et d'éduquer aux troubles du sommeil et de la vigilance. Et donc, c'est eux qui déterminent effectivement, qui sont porteurs de cette journée et qui nous donnent le thème de l'année, qui a donc été quand somnolence et santé mentale se croisent. Donc chaque année, à l'occasion pour préparer cette journée, ils réalisent en fait une enquête auprès de 1000 personnes de 18 à 65 ans par des autoquestionnaires et puis des interviews qui ont été réalisées en décembre. Donc le questionnaire, les résultats sont consultables en ligne sur leur site. Nous avons gardé ceux qui nous paraissaient le plus pertinents pour nous ou plus intéressants, mais vous verrez, il y a beaucoup d'informations que vous pourrez aller récupérer. Cet échantillon de personnes est à peu près équivalent au niveau des sexes. En âge, l'âge moyen était de 42 ans. Au niveau des répartitions professionnelles, était réparti équitablement. Dans les régions françaises également, donc 60% étaient en vie de couple et 40% seuls, 49% avec des enfants au foyer. Les gens étaient essentiellement sur des activités professionnelles en présentiel et avec des horaires réguliers de jour. Tout ça est intéressant parce que ça a un impact sur le sommeil. Leur temps de travail leur temps de sommeil et leur typologie, donc à peu près la moitié était plutôt du matin, 37% du soir. Vous voyez que le temps moyen de sommeil était à peu près de 7 heures en semaine et augmenté le week-end de un peu plus d'une demi-heure. Donc là, c'était un peu la description de cette population. On arrive maintenant davantage dans les résultats de ce qui nous intéresse par rapport à la somnolence. Donc déjà dans la pratique de la sieste qui est étudiée régulièrement dans ces enquêtes. Et on voit, vous voyez en haut à gauche, que progressivement, de plus en plus de gens pratiquent une sieste au moins une fois par semaine. Donc maintenant, on en est à 49%. Et sur les gens qui pratiquent la sieste, la durée moyenne est à 1h06. Et c'est préférentiellement plutôt les jeunes de 25 à 34 ans. Donc ça nous marque en tant que somnologue. On est toujours assez étonnés de ce type de résultat. Et on va voir après pourquoi. Je passe la main à Martha. Bonjour à tous. Donc, on commence pour bien définir qu'est-ce que c'est la somnolence, que c'est pas de la fatigue, de l'épuisement ou de la nuit, mais vraiment cette difficulté à rester éveillé, cette incapacité à maintenir l'éveil. Donc, la somnolence diurne excessive, c'est un vrai signal d'alerte qui peut altérer énormément les bien-être de nos patients, et même qui peuvent les mettre en risque, et il peut même cacher d'autres problématiques comme on va voir tout de suite. Généralement, on a plusieurs échelles, mais dans ce questionnaire, ils sont utilisés 2 échelles pour la mesurer. Donc, les questionnaires de Epworth, qui va diviser la population en 3 catégories. Donc, une somnolence légère, modérée ou sévère, et l'échelle des sévérités de l'hypersomnie. Donc, à partir de ce questionnaire, on voit que 26% des Français ont des somnolences, sont somnolents ou très somnolents selon les échelles des somnolences de Epworth, étant les groupes les plus affectés les jeunes, entre 18 et 24 ans, et les personnes qui ont une rythme du sommeil irrégulier.
Quand on utilise l'autre échelle, et l'échelle des hypersomnolences, c'est 41% des Français qui souffrent de l'hypersomnolence, ce qui est énorme. Et encore, c'est les jeunes qui sont les plus affectés, donc les moins de 35 ans, aussi les petits dormeurs, les chronotypes des soirs et les personnes qui ont des troubles du sommeil, ce qui n'est pas étonnant. Dans ce tableau, on voit donc à gauche différents paramètres et on va voir quelles sont leurs ponctuations dans ces échelles des somnolences. Donc pour le temps du sommeil, en semaine, on voit qu'effectivement les personnes qui sont les plus somnolentes sont les personnes qui dorment les moins. Et vous voyez un 36 en vert qui signifie que c'est les groupes, donc c'est les très somnolents et les groupes qui ont les plus de petits dormeurs. Qui dorment moins de 6 heures par nuit en semaine. On voit des données similaires pour les week-ends. Donc, c'est les très somnolents, celles qui dorment le moins. Et encore une fois, c'est les petits dormeurs qui se plaignent de la plus grande somnolence. Pour la sieste, on corrobore ce qu'avait dit ma collègue. Donc, la durée moyenne, c'est de plus d'1 heure. Et on voit que c'est les très somnolents qui font au moins une fois par semaine, avec aussi les somnolents dans des taux beaucoup plus élevés, en 70% et 72%. Et les données sont similaires quand on utilise l'autre échelle. Dans ce tableau, on voit que les troubles du sommeil, ils sont très habituellement accompagnés par cette somnolence. Et donc, on voit que tous les troubles du sommeil, à exception si on ne prend pas en compte les cauchemars, ils vont être très somnolents ou très somnolents. Et on voit que c'est les syndromes des apnées du sommeil qui sont les plus somnolents quand on utilise les scores d'Epworth. Et quand on utilise l'autre score, tous les troubles du sommeil, que ce soit les troubles du rythme circadien ou les apnées du sommeil, l'insomnie ou tous les troubles confondus, ils souffrent de l'hypersomnolence. Ça, c'est très intéressant, c'est qu'est-ce que les gens font, quelles sont les stratégies que les gens utilisent pour lutter contre cette somnolence. Et en fait, ça nous a vraiment attiré l'attention que la première chose, c'est s'activer, et la deuxième, c'est de prendre ces stimulants. Ce qui va peut-être perpétuer cette somnolence, car peut-être il va perturber les sommeils nocturnes, et pourtant, une courte sieste qui va être la principale recommandation, il tombe en troisième lieu. Et je passe la parole à ma collègue pour parler. Donc on arrive au thème du sujet, maintenant qu'on vous a décrit toute cette population et puis comment cette population était somnolente. On est allé plus loin pour savoir dans ce panel de 1000 personnes. Donc on leur a fait passer des échelles aussi. Donc on passe beaucoup d'échelles dans la médecine du sommeil. C'est des petits questionnaires où on remplit, ça donne des scores. Et donc là, on leur a fait passer une échelle pour savoir s'ils avaient des symptômes d'anxiété ou de dépression. Donc dans cette population-là, on a regardé en même temps, on a croisé de savoir s'ils allaient être somnolents ou pas. Et dans une autre diapo qu'on ne met pas là pour ne pas alourdir, mais spontanément, quand on demandait aux gens s'ils associaient le fait d'être anxieux ou dépressif à la somnolence, ils disaient non, majoritairement. Et en fait, finalement, quand on leur fait passer les questionnaires, il se trouve qu'ils sont plus somnolents. Autant sur le dépressif, ça peut paraître intuitivement plus facile que l'anxieux. Il a quand même une capacité d'éveil, il est quand même plutôt en hyper-éveil. Et finalement, il est aussi somnolent. Donc on a comparé en fait 3 populations, la même population de gens qui avaient des symptômes dépressifs, et puis d'autres personnes qui avaient des maladies chroniques et une autre population, donc toujours sur ces 1000 personnes, qui n'avaient aucune pathologie. Et donc là, on a regardé en fait les pathologies du sommeil qu'ils pouvaient avoir et de croiser finalement si avoir une autre pathologie donnait des problèmes, s'associer à des troubles du sommeil. Et donc là, on voit qu'effectivement, ceux qui ont une maladie chronique vont avoir plus de troubles de sommeil, plus d'insomnie et plus de troubles du rythme du sommeil, c'est-à-dire s'endormir plus tard ou plus tôt ou avoir des heures de sommeil complètement irrégulières et plus d'apnée du sommeil. Et donc, quand on regarde dans les gens qui ont une pathologie psychiatrique, ces chiffres-là augmentent. Donc, on voit bien la corrélation entre troubles du sommeil, pathologie du sommeil et les pathologies psychiatriques. Après, on va voir un peu toutes les consommations qu'on peut avoir de substances et voir l'impact que ça va avoir sur leur sommeil. Donc là, on a regardé, mais ce qu'on disait avec Martha tout à l'heure, le tabac, l'alcool, les médicaments et les boissons éveillantes. Donc concernant le tabac, 36% de ces Français ont déclaré être fumeurs ou vapoteurs. Parmi eux, il y avait davantage de personnes qui souffraient d'un trouble du sommeil, notamment des apnées du sommeil, qui avaient une pratique régulière de la sieste et plus longue que la moyenne des Français. Plus nombreux ils étaient à recourir à des stimulants, en particulier le café ou d'autres boissons énergisantes.
Donc attention à la nicotine, en fait, c'est vraiment pas un bon ami pour le sommeil parce qu'il va avoir effectivement un effet stimulant. Donc peut-être que les personnes qui fument ne se rendent pas forcément compte, mais peut-être qu'on a plus la vision sur le café de se dire je m'endors, je vais prendre un café. Mais le fumeur, en fait, le sait bien et on le voit, enfin en tout cas nous, médecins hospitaliers, vous voyez toutes les sorties de services d'urgence, ils sont avec le café et la cigarette pour tenir toute la nuit. Donc c'est vraiment un éveillant, mais son problème c'est qu'il a une durée de vie courte, c'est-à-dire durée de vie, c'est le temps que la molécule fasse effet dans notre corps à partir du moment où on le prend. Et en fait, ça va durer très peu de temps. Et donc, en fait, quand vous fumez dans la nuit, vous allez avoir un effet de sevrage. Et cet effet sevrage, en fait, va provoquer des éveils. Mais le tabac en lui-même aussi va provoquer, en fait, un mauvais sommeil. Donc, au final, fumer jusqu'au dernier moment n'est pas une bonne idée. Et fumer tout court n'est pas une bonne idée aussi pour le sommeil. Parce qu'on n'est pas forcément un message qu'on fait passer habituellement. On parle beaucoup plus des problèmes cardiovasculaires et puis et pulmonaires. Hop, voilà. Donc là, après, on regarde plutôt ce qu'on avale, parce qu'on fume. Donc tout d'abord, pour le café, donc 38% de ces Français déclaraient consommer une boisson énergisante ou du café. Il faut quand même savoir que le café, on n'a pas tous la même sensibilité en fait, à la caféine. Donc l'impact que ça va avoir, quand même, c'est que le dernier café que vous allez prendre, certains peuvent en prendre à 20h et ne pas être gênés dans leur sommeil, et d'autres, le dernier à 14h, va leur faire une nuit blanche. Donc il faut bien se connaître ça. Intuitivement, les gens le savent, mais parfois, on va avoir des gens insomniaques qui vont arriver, qui vont boire des cafés à 18h et ne pas réaliser qu'en fait, c'est ça. Donc ça, c'est assez facile de le savoir, mais c'est bien qu'en population générale, on le sache. L'autre chose aussi, comme nous, on peut servir de ça aussi pour savoir la quantité, là, on est sur la somnolence, mais quelqu'un qui va consommer énormément de café, ça peut aussi, en fait, montrer indirectement le niveau de somnolence que la personne a. Après, dans les autres choses qu'on consomme, donc, pour se réveiller, ça va être entre autres dans les drogues, dans les psychostimulants. Et donc, toutes drogues confondues, il y a quand même 7% des Français qui le déclarent ouvertement. Alors là, je pense qu'ils étaient anonymes, mais ils l'ont fait assez facilement, on peut l'imaginer, mais voilà. Et dans ces 7%, il y avait préférentiellement des hommes, des personnes de 25-34 ans et des personnes sujettes à l'anxiété, à la dépression, à l'hypersomnolence. Concernant l'alcool, 30% de ces Français déclaraient consommer de l'alcool plusieurs fois par semaine. Et dans ces 30%, ils allaient avoir davantage de troubles du sommeil, une pratique plus régulière de la sieste et consommer en plus une boisson énergisante pour lutter contre la somnolence. Mais il n'y avait pas de différence en fait entre ces personnes-là et le reste de la population concernant la somnolence. Alors, de nouveau, ça marche. Toujours pas. C'est parce qu'il faut indiquer peut-être. Ah, je sais pas. Enfin, sur les médicaments, alors les molécules psychotropes, c'est les médicaments qu'on prend et qui sont prescrits pour le moral, je dis au sens large, je parle devant des psychiatres. Donc c'est essentiellement les psychiatres qui les prescrivent, mais aussi tous les médecins peuvent les prescrire, en particulier les médecins généralistes. Dans l'enquête, il n'y avait pas de lien de cause à effet dans les personnes qui avaient ces prescriptions-là et qui avaient été déclarées, ni de raisons retrouvées pour lesquelles elles avaient été prescrites. Il faut rappeler quand même que les psychotropes répondent à des indications et des règles spécifiques de prescription. On ne les prescrit pas pour tout et n'importe quoi. C'est pas parce que le voisin en a que moi, je vais demander à en avoir un et que le médecin répond à des pathologies et à des règles de prescription. Concernant le sommeil, on a deux types de psychotropes, soit des molécules qui vont réveiller, soit des molécules qui vont traiter des troubles du sommeil ou des pathologies mentales. Dans les traitements qui vont éveiller, dans cette population-là, il y avait 5% en fait, de Français qui consommaient des médicaments stimulants, dont 11% de jeunes de 25 à 34 ans. Les médicaments stimulants, ils répondent à des règles encore plus strictes, puisque un certain nombre ne sont pas accessibles par tous les médecins, et ils sont vraiment donnés après avoir mis en évidence une pathologie, vérifier que les mesures d'hygiène de sommeil et d'hygiène de vie sont bien respectées. Donc ça se met vraiment de façon très stricte. D'autre part, donc sur les autres médicaments, donc anxiolytiques, antidépresseurs, antipsychotiques, antiépileptiques qu'on peut donner dans les pathologies psychiatriques. Donc 16% des Français de l'échantillon déclaraient en prendre. Et dans ces 16%, on notait une durée d'endormissement qui était plus longue. Donc, en fait, ils avaient plus de mal à s'endormir. Ils avaient davantage de troubles du sommeil. Ça, on l'avait vu précédemment. Plus de troubles du rythme et plus d'apnée du sommeil. Et ils pratiquaient de façon plus régulière la sieste. Donc, comme précédemment, en fait, il n'y avait pas dans cette population-là une différence dans la somnolence.
Donc maintenant, je vais vous parler dans cet questionnaire, ils ont voulu regarder plus en détail les groupes de jeunes. Pourquoi? Parce que leurs besoins de sommeil sont plus élevés, parce qu'on sait que leur qualité de sommeil n'est pas au top, et parce qu'ils ont des rythmes de vie qui vont impacter leur sommeil. Donc ils se disent, dans 48%, qu'ils sont couche tard, des chronotypes de soir. Et ce qui s'est espéré, parce que c'est des jeunes, puis ils sont en général un chronotype de soir, mais qui est probablement plus accru à cause des écrans, vidéojeux, interactions sociales, etc. Donc, ils sont en train de se décaler encore plus dans les rythmes du sommeil et ils ont des heures de lever qui sont variables selon leurs obligations sociales. Donc, on va voir ces populations un peu plus en détail. On a observé que les jeunes entre 18 et 24 ans, ils sont plus somnolents. Donc, 36% de cette population, ils ont une score Epworth pathologique par rapport à 26% de la population générale. Et ils se disent qu'une ou plusieurs fois par semaine, ils se sentent extrêmement somnolents. Donc, 45% de ces jeunes par rapport à 30% de la population générale. 42% de ces jeunes, ils disent qu'ils ont une envie irrésistible de s'endormir au travail ou pendant ces études, et par rapport aux 25% de toute la population, et 21% par rapport aux 16% de la population générale, ils disent avoir une envie irrésistible de s'endormir pendant qu'ils font leurs loisirs. Quand on regarde cette triade anxiété, dépression, somnolence, on voit qu'ils sont bien touchés également, donc ils sont plus anxieux, 36%, par rapport aux 24% de la population générale. C'est quelque chose qui doit quand même nous toucher, qu'il faut quand même écouter attentivement. On a des jeunes entre 18 et 24 ans qui sont très anxieux. Ils sont aussi plus dépressifs, donc 28% par rapport à 20% de la population générale. On a vu avant qu'ils étaient aussi plus somnolents. Ils ont plus de cauchemars, donc 14% par rapport à 9% de la population générale, ce qui nous parle, encore une fois, d'une anxiété générale. Et la bonne nouvelle, c'est que cette population de jeunes, ils sont quand même plus conscients de cette relation qu'il y a entre la dépression ou l'anxiété et la somnolence. Donc, ces jeunes, ils vont faire vraiment des comportements de risque pour lutter contre la somnolence. Donc, ils vont fumer plus, vapoter plus, ils vont consommer plus de café ou des boissons énergétiques et des drogues ou des médicaments stimulants. Donc, on va s'arrêter et vraiment passer un message, surtout aux médecins. À chaque fois qu'il y a une somnolence chez des jeunes, ce n'est pas à négliger. C'est important d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette somnolence. Parce qu'il peut avoir une maladie mentale, une dépression, une anxiété. Il peut avoir des causes de mauvaise hygiène de vie. Mais ça peut être aussi moteur pour des comportements toxiques, nocifs, comme ça peut être fumer ou prendre des drogues. Donc, les messages à retenir. Donc, ce qu'on voulait un peu vous faire passer comme message suite à cette enquête, c'est que la somnolence, c'est un vrai trouble, voire un handicap. De nombreux patients se plaignent vraiment de ne plus arriver à vivre normalement. Enfin, patients, pas en tant que médecin, mais dans la vie de tous les jours, ça devient, voilà, avec d'importantes conséquences sur la santé, la sécurité, la performance, le bien-être. Sur la santé, et particulièrement la sécurité, là, il y a tout un panel que nous, on n'a pas repris, mais sur la sécurité routière, en fait, où c'est une des premières causes de risque d'accident de la route. Mais même en fait, en dehors, même si on ne conduit pas, on se dit on est protégé, mais finalement, c'est aussi un risque d'accident domestique à domicile, de s'endormir et laisser brûler quelque chose, ou de se couper même et faire tomber, enfin voilà. Et dans la performance et le bien-être, ça a aussi un impact que ça peut effectivement conduire à des consommations soit inadaptées de produits possibles, soit de produits en fait nocifs ou voire illicites. Martha vous l'a bien dit, il y a vraiment un focus particulier qu'on savait, mais que cette étude, cette enquête remet en évidence que les jeunes sont vraiment une population beaucoup plus à risque, et plus à risque sur le plan des santé mentale, on le sait, mais finalement en lien aussi avec la somnolence. Donc attention donc aux stratégies pour lutter contre la somnolence. Tout à l'heure on a un topo sur les boîtes à outils, il me semble, sur comment faire, donc je vais ne pas spolier à l'avance, mais les mauvaises stratégies, c'est vraiment de surconsommer de la caféine parce que ça a d'autres conséquences. Le tabac, on l'a vu, ça a un impact énorme sur le sommeil, voire d'autres médicaments ou d'autres produits stimulants, parce que ça règle qu'en moitié le problème et ça ne prend pas en cause la problématique qu'il y a dessous. Et donc enfin, on l'a rabâché, puis de toute façon on va le redire toute l'après-midi, la somnolence est souvent présente dans les maladies mentales.
Non, vas-y, c'est à toi. Donc, les résomorphés vous conseillent que pour avoir une bonne vie puis un bon sommeil, que vous soyez de la régularité dans vos rythmes du sommeil, que vous respectez votre besoin et votre rythme du sommeil. Pour lutter contre la somnolence, le mieux, c'est une courte sieste en début d'après-midi. Et s'il y a des troubles de l'humour ou psychiatriques, de le prendre en charge. Et si vous sentez que vous avez de la somnolence ou d'autres problèmes de sommeil, venez vers les résomorphés, remplir notre questionnaire en ligne et les médecins qui travaillent avec nous vont vous orienter vers c'est que vous habitez en Ile-de-France seulement seront orientés. Non, les autres, par contre, vous aurez quand même tout un tas de conseils que vous pourrez avoir et qui vous aideront à aller voir votre médecin. Et à éviter comme stratégie pour lutter contre la somnolence, l'utilisation de tabac, de café et d'alcool, et utiliser les écrans, bien sûr, et de faire des longs siestes ou des grasses matinées, surtout un week-end. Voilà. Et donc, en fait, on reprendra tout ça à la fin, effectivement, hein, avec la fameuse boîte à outils. Et puis surtout, on va aussi, parce que j'allais dire, les enquêtes, ça fait des constats. Si j'ai bien compris, c'est la somnolence partout, toujours et en tout lieu, c'est alerte rouge, hein, je veux dire clignotant rouge, donc arrêt obligatoire. Chez les jeunes, effectivement, particulièrement présent. Et puis, j'ai une chose que j'ai retenue qui est quand même très, très intéressante, c'est par rapport aux cauchemars. Parce que c'est quand même, et c'est les jeunes qui, en fait, en parlent, les cauchemars qui sont un symptôme de quantité de difficultés, aussi bien de difficultés de l'ordre de l'humeur ou que même, je veux dire, le fait de souffrir de cauchemars, je veux dire, de façon quasi héréditaire, familiale, hein, c'est des choses qui existent. Et donc, je veux dire, les jeunes parlent plus facilement de leur santé mentale, ça c'est quand même très très intéressant, ils en parlent plus facilement que les générations précédentes. Et voilà, donc ouvrons nos oreilles pour les entendre, aussi bien effectivement les médecins, comme tu l'as dit Catherine, mais aussi, je dirais, les enseignants, les parents, enfin tous les éducateurs en fait. Hein. Là, on ne va pas prendre de questions, à moins qu'il y en ait une brûlante absolument, mais ne pensez pas prendre de questions, on verra à la fin, pour éventuellement, si vous souhaitez poser des questions, le faire, parce que vous allez voir que les topos qui vont vous être présentés, je veux dire, vont rentrer dans la compréhension des choses, comprendre pourquoi effectivement, je veux dire, certaines substances posent problème et pourquoi, je veux dire, un certain nombre de difficultés liées à l'humeur, voire à la chronobiologie, hein, de notre organisme, parce qu'après tout, être somnolent, il y a des moments où c'est parfait d'être somnolent, ça nous dit quelque chose. Hein, mais tout ça va vous être expliqué, donc je pense que s'il y a des questions, on pourra les poser tout à l'heure, logiquement, on aura le temps. Et on va, alors c'est un grand intermède même, hein, laisser la parole au docteur Sarah Hartley, qui est médecin, praticien hospitalier à l'hôpital Raymond Poincaré, qui est médecin directrice au réseau Morphée, hein, et qui a toujours un regard sur l'histoire des choses, et donc qui va nous faire un petit peu, peut-être rêver, qui sait, à travers ce qu'elle nous a préparé de très très joli sur un certain regard, une certaine histoire du sommeil, et puis après vous verrez, on rentre dans le dur des difficultés. Sarah, je te laisse la parole. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Ok, merci Agnès, parce que je pense que c'est toi justement qui m'as posé la question de la somnolence à travers l'histoire. Oui. Et ça m'a beaucoup appris en fait, donc je te remercie. On a déjà dit que la somnolence décrit justement cet état entre l'éveil et le sommeil, on glisse vers le sommeil. Cet moment justement avant de s'endormir qui est un vrai plaisir, mais en journée peuvent être plutôt difficiles à vivre. C'est là où la somnolence est plutôt, pas vraiment notre ami, mais plutôt un ennemi peut-être. Donc, une question intéressante que Agnès m'a posée, c'est comment la somnolence a été perçue à travers l'histoire. A-t-elle toujours la même valence, en fait? Comment nos ancêtres ont-ils interprété l'histoire de la somnolence? Et d'ailleurs, en fait, comment le traquer? Comment justement identifier la somnolence dans les tableaux, dans les écrits, dans les sculptures, par exemple? Donc, parfois, c'est facile, en fait. Là, je vous montre une image, un tableau de dégâts du fin du 19e siècle, que vous connaissez probablement, qui s'appelle Les Repasseuses, qui montre une image très clairement identifiable comme la somnolence, quelqu'un qui bâille. Ah, je vois le problème. C'est bon. Non, ça marche pas. Ok, super. Donc, pour toute question historique, en fait, nos sources sont les œuvres de l'époque. J'ai regardé les tableaux, j'ai regardé les sculptures, j'ai beaucoup lu, et je fais une découverte intéressante. Les images de la somnolence, en fait, sont pas très fréquentes. On est très prêt à parler du sommeil, on est très prêt à parler justement de la veille et de nos activités, mais cet état liminal de la somnolence semble-t-il moins bien représenté. Donc,
Comment l'identifier? Dans les tableaux, dans les sculptures, on peut dire peut-être qu'une personne est somnolente quand, en fait, on voit quelqu'un habillé, en train de dormir, dans une situation active. Et par exemple, je montre cette petite sculpture en porphyre, en fait, du IIIe siècle avant notre ère, qui montre une jeune fille assise, endormie, avec une couronne de laurier sur ses genoux. Je pense qu'elle s'est endormie dans une fête. Mais les images de semblance en journée restent relativement rares. Quand j'imaginais de vous parler de mes recherches, j'étais noyée par un flot d'images. Impossible de vous montrer tout. Donc, j'ai choisi, comme pour toute présentation, de synthétiser et d'organiser les choses. Et j'ai pensé d'organiser les choses par thématique. Donc là, je vous présente les grandes lignes de mes thématiques et je vais vous montrer les différents tableaux, voire même justement les écrits qui illustrent ces thèmes. Donc, pour le moment, notons que l'histoire de la semblance remonte de loin. Les tribus nomades de l'Oreston, qui est actuellement en Iran, entre le 4e et le 3e siècle avant notre ère, avaient appris à travailler l'or. Ils ont fait cette ravissante broche pour un de leurs princes. Donc on voit justement ce qu'on imagine d'être un guerrier, certainement un prince, qui est endormi sous un arbre, avec les cheveux côtés et ses amis qui veillent sur lui. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire, cet artiste, en fait? Il a voulu montrer la fatigue qui est le résultat d'un long voyage, la confiance de notre prince dans ses amis qui veillent sur lui. Je pense qu'on ne peut que admirer la finesse de son travail, tout en sachant que c'est incroyable parfois que les choses arrivent à notre jour. Non, ça marche toujours pas. Tu peux changer de diapo, s'il te plaît? Donc, en tant que médecin de sommeil, je ne peux pas m'empêcher de chercher les différentes causes de la somnolence. Les deux éléments qui régulent notre sommeil, c'est la pression de sommeil et l'horloge biologique. Donc, pour la pression de sommeil, plus qu'on reste éveillé, plus qu'on a envie de dormir. Et on ne dort pas, en fait, si la pression de sommeil n'est pas augmentée jusqu'à un certain point. Un journaliste et un artiste qui s'est passionné par le sommeil dans toutes ses formes est norvégien, Christian Krohge Søvne. Et donc, dans ce tableau de 1883, intitulé Momedbarn, il capte parfaitement l'image de cette maman qui est endormie à côté de son bébé, probablement à la suite de nuits assez mouvementées. Les mamans parmi nous connaissent tous cet état. La pression de sommeil est augmentée par une fatigue physique. Plus qu'on travaille dur, plus qu'on a besoin de sommeil. Et ceci a été très bien connu à nos ancêtres pour qui un travail physique était synonyme, et typiquement dans les champs, était synonyme justement d'une vraie fatigue. La période de l'année où les agriculteurs travaillent le plus, c'est la moisson, et en plus, c'est la période où le climat est plutôt propice à faire la sieste. Je vous montre ici un tableau de Pietro Brega l'Ancien qui date de 1565, qui montre les travailleurs à gauche, qui travaillent toujours, et un monsieur endormi sous un arbre, malgré le repas convivial qui est partagé par ses camarades. Ensuite, je vais vous parler rapidement d'un livre qui a été publié en français en 1767 par un docteur Tisseux qui s'appelle « Avis aux gens de lettres et aux personnes sédentaires sur leur santé ». Il a mis en valeur la qualité de sommeil profonde chez les ouvriers. Il a contrasté avec le sommeil plutôt fragile des personnes, des gens de lettres. Et je cite que leur sommeil a été perturbé par les travaux assidus à l'esprit et le continuel repos du corps. 100 ans plus tard, on arrive à notre tableau parce qu'en fin du 19e siècle, Vincent van Gogh se fait hospitaliser à Saint-Rémy de Provence en raison de ses troubles psychiatriques. Il avait 2 cellules avec les fenêtres à barreaux. Il était un peu coupé du monde extérieur et donc il s'est mis à faire les copies des œuvres, notamment celui qui est une copie d'une œuvre de Millet mais fait à sa guise, qui montre 2 ouvriers, deux agriculteurs qui sont endormis à l'ombre d'un meule de foin. Et celle-ci aussi de Picasso, intitulée Campesinos dormidos, qui montre avec cette œuvre en gouache sur papier les paysans qui sont endormis, et en fait dans une situation un peu naturelle liée à la fatigue physique. Donc dans toutes ces images, le sommeil est vu plutôt de façon positive, un conséquent louable d'un travail qui est bien accompli. Mais la somnolence et les siestes en journée peuvent être aussi liées à notre horloge biologique. Je parle de cette baisse de vigilance qui arrive assez souvent après le déjeuner, qui est en fait une réflexion de l'horloge innée dans toutes nos cellules qui nous parle justement de ce besoin de sommeil. Dans la Bibliothèque royale du British Library se trouve cette image qui date du Moyen Âge, d'un homme qui est identifié comme Justinien. On voit Justinien qui dort paisiblement sur les genoux d'une dame, on peut voir avec les cheveux longs, et qui semble être dans une forêt. Que se passe-t-il? C'est le jour. Justinien est habillé, il ne semble pas de quitter un travail ni un long voyage, donc je conclus qu'il fait la sieste. Pourquoi pas? John Singer Sargent était un peintre américain qui a passé la plupart de sa vie en Europe. Et en plus, il a fait ses études aux Beaux-Arts de Paris.
Et il a fait pas mal des images justement de ses amis en train de faire la sieste. Donc celle-ci qui était près du Matterhorn en Italie en 1904 ou 5. On voit bien la détente profonde de ses amis qui sont allongés justement sur l'herbe en montagne et leur confiance en l'artiste qui les permet quand même de sombrer dans le sommeil pendant qu'il les observe. Les siestes sont plus marquées aux extrêmes d'âge. Les bébés en font plusieurs par jour, parfois dans des positions assez surprenantes. Ce petit bronze de dieu Eros date du 3e à 2e siècle avant notre ère et il montre le dieu ailé, allongé sur un rocher et parfaitement détendu. L'artiste a modelé cette image avec tant de tendresse que je me pose la question si, en fait, il n'a pas sculpté un enfant de sa famille en ajoutant les ailes pour le transformer en dieu. Il se peut que les images des petits dieux, effectivement, se vendent plus facilement au patron que les images des bébés des artistes inconnus. Le besoin de sieste perdure pendant l'enfance. Ici, on voit un enfant assis, endormi sur à table, justement dans une image de Gauguin qui date de 1884. Les siestes chez les jeunes peuvent inclure toutes les stades de sommeil, y compris le sommeil paradoxal. Et c'est pendant le sommeil paradoxal que principalement on rêve. Et ceci a été apparemment connu à l'artiste parce que vous voyez, au-dessus de la tête de l'enfant, il y a les images justement de rêves qui flottent. À l'autre extrême de l'âge, notre artiste norvégien Christian Krohge Sowana a fait un autoportrait intitulé Femme Potol, ou Minuit moins 5, qui montre notre artiste vers la fin de sa vie sur une chaise endormi sous un grand horloge à pendule qui, pour moi, semble indiquer la proximité de la fin de sa vie. En fait, il était mort en 1925, donc l'année après. Mais la semblance peut être aussi un conséquent des situations monotones, comme ici, non, je rigole, où la stimulation des systèmes d'éveil n'est pas suffisante pour maintenir un éveil conséquent. Mes patients me disent assez souvent que les transports en commun sont les moments assez délicats où ils peuvent facilement s'endormir, et ceci est retrouvé dans les tableaux, en fait, à partir d'environ le 18e, 19e siècle, le moment où, justement, les transports sont devenus suffisamment confortables pour que les gens puissent s'endormir. Donc, je vous montre ici un aquarelle avec un lavis d'encre et fusain qui est fait par Honoré Daumier, qui montre des gens qui sont en train de somnoler dans un voyage en train. Mais en fait, les trains ne sont pas les seuls moyens de transport qui, justement, sont propices au sommeil. Ici, je vous montre un tableau plus récent par un artiste bulgare, Vironi Popneledev, qui date de 1882 et qui s'appelle Buste de l'entreprise. Ça fait référence au transport organisé par les sociétés pour amener les ouvriers le matin. Et ici, on voit par une lumière éblouissante de matin les visages des gens qui dorment qui sont parfaitement illuminés. Mais la somnolence peut être aussi la conséquence des toxiques, la plus souvent l'alcool. Les effets de l'alcool sont un sujet assez fréquemment retrouvé dans les œuvres. Et dans ce tableau peint entre 1475 et 80, on voit Valerius, en bleu là, qui explique à l'empereur Tiberius la différence entre les nobles au fond de la salle et les paysans en amont qui boivent, qui rigolent et qui s'endorment sous l'emprise de l'alcool. Je pense que les paysans s'amusent plus. Un célèbre estampeur, Hogarth, un artiste anglais publié en 1751, illustre les effets néfastes du gin et les compare avec les effets bénéfiques de la bière dans un deuxième estampe que je ne vous montre pas. Mais je suis anglaise, donc forcément. Donc, ici, on voit justement la semblance illustrée par la figure en bas, qui s'endormait de façon assez grave sous l'effet de l'alcool, mais aussi la femme, tellement endormie par les effets justement du gin qu'elle laisse tomber son bébé à son probable mort. Si nous, les médecins, parlent du sommeil, c'est probablement parce qu'il y a des pathologies qui fragmentent le sommeil. Et si votre sommeil est fragmenté la nuit, vous allez être endormi en journée. Je pense par exemple aux apnées du sommeil. Sinon, une autre cause de somnolence en journée peut être une dysrégulation des systèmes centraux qui organisent le veille et le sommeil, comme par exemple dans la narcolepsie. Donc, ici, nous allons commencer justement au XVIIe siècle, plus précisément entre 1657 et 59, ou aux Pays-Bas. Donc, on a justement une image par Gabriel Metzou qui montre un chasseur endormi devant sa maison, malgré les moqueries de son entourage. Et vous allez voir qu'il a quand même un certain gabarit, un cou un peu épais, la bouche un peu entrouverte, qui me fait penser aux apnées du sommeil. Mais je ne peux pas écarter les effets justement de l'activité physique, vu que peut-être il a quitté de faire la chasse, ou l'alcool. Notons justement qu'il y a un flacon à ses pieds et que la dame à sa droite tient un petit verre entre les mains. C'est peut-être aussi cela. Ah. Non, ça ne marche pas. OK. Donc,
Nous avons déjà parlé de Hogarth, cet peintre anglais fasciné par les extrêmes de la société. Et entre 1743 et 1745, il avait peint 6 tableaux, en fait, qui s'appellent Mariage à la mode. Ici, dans ce tableau, on voit justement sa vision un peu aiguisée de la haute société de l'Angleterre dans le XVIIIe siècle. Mais on voit la comtesse qui papote avec ses copains et ses copines. Mais regardez, au fond de la salle, ce monsieur qui est endormi, qui a un certain gabarit, encore une fois, et un cou épais. Ça me fait parler vraiment des apnées du sommeil. Ah, il me manque un... Enfin, et presque un autre jour, Botero, un artiste colombien, en 1886, a peint un homme obèse, endormi à table avec un petit verre à la main. Syndrome d'apnée du sommeil ou les effets de l'alcool, je pense aux deux. Et c'est quelque chose d'intéressant, c'est que quand on voit les gens qui dorment dans les tableaux, ils sont assez souvent obèses et assez souvent sous l'emprise de l'alcool. Une chose est sûre, si vous avez une pathologie de sommeil, vous allez s'endormir même plus vite sous les effets de l'alcool. Donc, un auteur anglais, justement Charles Dickens, a décrit avec une finesse extraordinaire les symptômes de la maladie qui s'appelle à nos jours la maladie de Pickwick. Donc, dans le livre de ce nom, The Pickwick Papers, il a décrit un garçon nommé Joe qui ronflait, qui s'endormait tout le temps et qui était obèse. La maladie de Pickwick décrit en fait cette maladie d'obésité, d'apnée de sommeil et de ce qu'on appelle une hypercapnie, une augmentation de la dioxyde de carbone dans le sang avec en conséquence une somnolence extrême. Donc là, on voit une illustration de Joe qui dort. Donc, nous avons vu un peu la somnolence à la lumière de ses causes, mais nos ancêtres avaient aussi des idées concernant la somnolence. La somnolence a été considérée comme un signe de paresse. La Bible a plusieurs commentaires sur le sommeil comme une perte de temps. Je vous cite Proverbe 2, verset 13, « N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre » ou le premier épître de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, « Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres ». La poésie était à la mode dans le XVIIIe siècle en Angleterre et plusieurs médecins ont pris leur plume pour parler de santé. Dans The Doctor's Decade, un médecin, Dr. Baynard, qui se cachait sous un nom de plume d'Obredon, en fait avait parlé énormément de la santé et il a souligné l'importance de ne pas céder au sommeil, sauf si vous étiez vraiment fatigué sur le plan physique. La somnolence est aussi un moment de vulnérabilité. Dans Tess of the D'Urbervilles, par Thomas Hardy, un livre très très connu en Angleterre, Tess s'endort à répétition et c'est un motif en fait qui fait tourner justement les éléments qui arrivent. En fait, chaque endormissement a des conséquences dramatiques pour sa santé. Quelque chose à lire. Cette vulnérabilité est aussi soulignée dans les tableaux. Dans cette image médiévale de 1440, nous voyons le magicien Maugis d'Aigrémont qui prend les épées de Roland à gauche et Charlemagne sur le trône à droite, grâce à leur sommeil qu'il a induit par ces sortes maléfiques. Nombreuses sont les images tirées de la mythologie qui représentent les nymphes, souvent à moitié nues, et les satyres. Je vous ai choisi un bronze signé par Guillaume Bologne, qui, originaire de Flandre, où il s'appelait Jean de Bologne, s'est déménagé à Florence en 1555 et était devenu la deuxième grande sculpteur de Florence après Michel-Ange. Ici, on voit un nymphe, à moitié nu encore, qui s'endort et qui ignore complètement l'approche de son ravisseur. Mais ce n'est pas que les femmes qui peuvent être en danger quand elles s'endorment. Je vous montre ici une image d'un tableau par Jan Steen qui s'appelle La mauvaise compagnie entre 1665 et 70. On voit un homme endormi probablement sous l'emprise d'alcool qui se fait détrousser par une dame et par sa complice qui semble être un nonne. Bien sûr, les femmes sont aussi en danger justement quand elles s'endorment, comme Tess of the D'Urbervilles. Et je vous passe les nombreuses images d'agression pour vous montrer une image plutôt touchante de Gaspard Traversy qui date de 1760, où on voit une fille endormie sur sa chaise, entourée par les figures sont plutôt bienveillantes, dont un tire ses cheveux. Donc, que peut-on dire en conclusion ? Ne vous inquiétez pas, j'arrive à la fin. La physiologie humaine n'a pas changé. L'homme a toujours somnolé. Mais le fait que les images de la somnolence restent relativement peu fréquentes me laisse perplexe. Pourquoi les artistes n'ont pas pu représenter ce phénomène qui est quand même fréquent ? Peut-être en raison des connotations de la somnolence. Un paresseux, quelqu'un qui perd son ton, qui se montre vulnérable, ivre ou peut-être malade. Une telle image serait peut-être moins valorisée par les patrons parce que qui veut exposer une image d'un ivrogne dans son salon ? Il est donc peut-être moins rentable pour un artiste. Donc, que peut un artiste faire s'il a envie de dessiner la somnolence ? Plusieurs solutions me semblent possibles. Pour limiter ses frais, il peut utiliser les matières peu coûteuses, donc par exemple l'aquarelle, je pense à cette image par Honoré Daumier ou la gouache de Picasso. Mais ces matériaux éphémères, en fait, ne résistent pas très bien au temps
Et il se peut qu'on a perdu énormément des images de la somnolence juste parce qu'ils ne sont pas arrivés à nos jours. C'est peut-être différent pour les estampes comme celui de Hogarth. Il y en avait tellement des tirages que c'est moins surprenant que quelques-unes arrivent quand même au XXIe siècle. Mais comment t'expliques justement le fait que certains artistes avaient travaillé avec les matières plus durables? Peut-être que notre artiste est tellement aisé que le fait de faire un tableau qui ne vendra jamais, en fait, ne lui concerne pas. Et je pense à John Singer Sargent, qui avait fait fortune avec ses clientes richissimes et ses grands tableaux, tellement qu'il a pu prendre la retraite à 50 ans. Il aurait dû travailler à la SNCF. Donc, ensuite, après, peut-être il est tellement artiste qu'il ne pense même pas justement à vendre ses tableaux. Je pense à Vincent Van Gogh dans son asile à Saint-Rémy. Sinon, d'autres artistes ont utilisé la somnolence pour donner une leçon morale, quelque chose qui peut attirer certains patrons. Par exemple, justement les images des gens qui dorment après avoir bien travaillé dans les champs, ou peut-être les peintres de genre comme Gabriel Metsu et Jan Steen qui avaient utilisé, ou même peut-être Hogarth, qui avaient utilisé la vie autour d'eux pour donner une leçon sur les périls de l'excès. Et enfin, quid de ces ravissants bébés et ces nymphes à moitié nues? Je pense que d'autres artistes ont su utiliser la somnolence humaine pour montrer la vulnérabilité et la beauté en fait du corps humain. Et pour cela, il y en a toujours des acheteurs. Donc, en conclusion, on peut très bien faire les images de la somnolence, qui a toujours existé d'ailleurs, mais pour en vendre, il faut être créatif. Donc, je vous remercie. Un grand merci. Un grand merci, Sarah, pour ce merveilleux voyage là, dans la pinacothèque du réseau Morphée. On pourrait faire une exposition. Pourquoi pas? Vous viendriez tous, bien sûr. C'est vraiment, oui. Et puis, je veux dire, très instructif, justement, par rapport à ce qui est observable dans la somnolence et la façon dont, en regardant quelqu'un